Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. La saison redémarre pour l'île de loisirs de Cergy-Pontoise, une des destinations les plus fréquentées d'Île-de-France. La plage rouvrira dans 2 semaines, à découvrir les nouvelles activités comme la luge d'été ou le flyboard. Reportage dans un instant. L'économie redémarre en Île-de-France, comme l'immobilier de bureau, le tourisme ou le trafic aérien. Autre signal positif, les défaillances d'entreprises sont moins nombreuses. Reportage en fin de journal. L'île de loisirs de Cergy-Pontoise ouvrira sa plage au public dès le 3 juin prochain, mais vous pouvez déjà faire le plein d'activités. Il y a les grands classiques comme la vague à surf, le téléski nautique ou le rafting, mais aussi des nouveautés comme la luge d'été ou le flyboard. Regardez le reportage de Philippe Pémal. Avec la hausse des températures vient l'envie de se baigner. L'île de loisirs de Cergy-Pontoise l'a bien compris et dès le 3 juin, la plage rouvre ses portes. En 2016, cet espace baignade a attiré près de 240 000 visiteurs. Même s'ils sont nombreux à attendre l'ouverture de la plage, les autres activités à sensation de l'île sont déjà ouvertes. La vague à surf, le téléski nautique et le rafting. Pour cette nouvelle saison, 2 nouveautés font leur apparition. En nouveauté en termes d'activité, nous avons la luge d'été qui va être sur une partie de l'île en complément du tout le système d'accrobranche qui sera certainement intéressante. On descend sur un circuit avec une espèce de bouée et je pense que ça pourra attirer aussi un intérêt pour le public. Nous avons au niveau de l'aéroscoot qui est présent sur le site ici quelque chose qui est flyboard qui est différent maintenant, c'est un complément, c'est une planche sur laquelle celui qui pratique l'activité, il est installé sur une planche et il est soulevé. Ce sera certainement intéressant. Avec une fréquentation en hausse d'année en année, la sécurité est devenue prioritaire sur l'île de loisirs. À côté des forces de police qui patrouillent déjà sur le site, de nouveaux dispositifs font leur apparition. Nous sommes en train d'installer la vidéoprotection qui sera installée cette année au niveau de la baignade. Donc c'est en cours d'installation et ce sera prêt avant l'ouverture de la baignade. Et nous mettons en place en plus un contrat avec une société qui va nous déléguer des agents de sécurité, qui vont venir compléter les agents de médiation avec lesquels nous avions l'habitude de travailler. Ces agents de sécurité auront plusieurs missions, celle bien évidemment de la fouille à l'entrée pour éviter que n'entrent sur le site de la baignade des objets qui n'ont pas lieu d'y être. Et puis en plus, ils auront éventuellement vocation à raccompagner ceux qui sont les agitateurs éventuellement sur le site, à les raccompagner à l'extérieur de la baignade, voire à l'extérieur de l'île de loisirs. Pour cette nouvelle saison, d'autres nouveautés pratiques voient le jour. Plus d'espace pour le coin barbecue, la possibilité de paiement en ligne pour certaines activités comme le rafting ou le surf, de nouvelles caisses automatiques, plus rapides pour l'accès à la plage et l'entrée voiture, et un food truck. Le record de fréquentation 2016 sera-t-il battu? Seule la météo en décidera. En bref, législative, 154 candidats sur les 10 circonscriptions du Val d'Oise. Les prétendants aux prochaines élections législatives avaient jusqu'à ce vendredi pour déposer leur dossier en préfecture du Val d'Oise. Une liste qui doit être encore validée en début de semaine. En 2012, 113 candidatures avaient été enregistrées. La liste complète de tous les candidats de votre circonscription sont à retrouver sur notre site internet vonews.fr. Les indicateurs économiques sont au vert en Île-de-France. Tourisme, immobilier de bureaux, trafic aérien. La situation s'est améliorée ce premier semestre, comme en attestent les chiffres communiqués par la Chambre régionale de commerce et d'industrie. Olivier Zanetta. Ça bouge en France, ça bouge notamment depuis quelques semaines, encore un peu plus. Et les chiffres sont là objectivement pour en attester. La reprise économique s'amorce. En tout cas en Île-de-France, les voyants sont au vert, selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. Premier indicateur, l'activité des salons et congrès, en hausse de 11%, soit 1,3 milliard d'euros de retombées directes et 5 milliards si l'on ajoute l'activité hôtelière, restauration et commerce. Autre indicateur, l'immobilier de bureau. Le marché a progressé au premier trimestre de 25% par rapport à l'année dernière. Bonne nouvelle aussi du côté des défaillances d'entreprises, elles sont en baisse de 9%. Enfin, depuis le début de l'année, les touristes sont de retour. On compte 66 millions de nuitées d'hôtel contre 60 millions l'année dernière. Oui, le tourisme, ça redémarre. Oui, le commerce, ça redémarre. Oui, le tourisme est en bonne situation. Les nuitées hôtelières, les tourismes et congrès. Bref, partout aujourd'hui, on sent qu'il y a de l'animation. Et plus encore, il y a des projets, par exemple les Jeux Olympiques,
par exemple le Grand Paris, par exemple l'exposition universelle. Bref, tout ceci, ça donne beaucoup d'animation dans notre très belle région d'Île-de-France. D'autres acteurs de la région constatent également un réchauffement économique. Aéroport de Paris a relevé sa prévision de hausse de trafic en 2017 entre 2,5 et 3,5%, évoquant une reprise progressive du trafic aérien international depuis le début de l'année. Le groupe misait jusqu'à présent sur une hausse de 1,7 à 2,2% de la fréquentation de ses plateformes parisiennes cette année. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. La saison redémarre pour l'île de loisirs de Cergy-Pontoise, une des destinations les plus fréquentées d'Île-de-France. La plage rouvrira dans 2 semaines, à découvrir les nouvelles activités comme la luge d'été ou le flyboard. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Ces moutons sont les gardiens d'un endroit peu connu du public, le site gallo-romain des Vaux de la Selle. Nous sommes à Genainville, dans le Val d'Oise. Ces vestiges datent du 2e et du 3e siècle de notre ère. C'est le plus important site archéologique du département. Depuis 1941, il est classé monument historique et appartient à l'État. Le site de Genainville, donc actuellement c'est 5 hectares, avec un temple entouré de bassins et entouré d'un grand périvole, un théâtre, un demi-amphithéâtre, des bâtiments secondaires et des villas. On est à la fin du second siècle et dans les 2 premiers tiers du IIIe siècle, c'est la période la plus monumentale ici, mais aussi dans une grande partie de l'Empire romain. Du site original, il ne reste que des traces. À quoi pouvait ressembler Genainville à l'époque de sa splendeur? À peu près à ça. Un vaste théâtre pouvant accueillir près de 4000 personnes et un sanctuaire monumental dédié à 2 divinités, Mercure et Rose Merta. À côté du temple, des bassins antiques encore visibles aujourd'hui. L'eau derrière nous, c'est d'abord la nappe phréatique, donc quelque chose de naturel, mais également quelque chose de sacré. La preuve du sacré, c'est qu'on a un nymphée, c'est-à-dire un endroit qui accueille une nymphe, une divinité, et cette eau-là est forcément sacrée puisque c'est la demeure de la nymphe. À côté de cette eau sacrée, on a une eau profane, c'est-à-dire une eau dans laquelle les pratiquants vont pouvoir venir se plonger pour être guéris, pour être purifiés, etc. Et c'est dans le grand bassin que ça se passe. On sépare en général les deux. Plus de 4000 objets ont été mis à jour sur le site. Les plus belles pièces sont exposées au musée départemental de Guiry. On y retrouve des sculptures, des poteries, des objets du quotidien et même certaines des statues qui ornaient les bassins. Ici, il s'agit d'une nymphe qui, probablement, d'après l'archéologue chargé des opérations Didier Vermersch, devait être située au-dessus du bassin principal, donc au-dessus du nymphée, dans une sorte d'alcôve sous voûte. Ici, derrière moi, il s'agit d'un ensemble de déesses qui étaient à côté d'un second bassin avec probablement une représentation de Rose Merta qui est l'un des 2 dieux priés dans le temple juste à côté. Abandonné pour des raisons économiques et climatiques, le site de Genainville va tomber dans l'oubli et être démonté. Dès l'époque mérovingienne, on utilise les plus grosses pierres pour faire des sarcophages, les plus petites pour construire des maisons. Aujourd'hui, le site est protégé et fermé au grand public. Il n'est accessible qu'à certaines dates et lors des Journées du patrimoine. Chez les Poignard, on est ébéniste depuis 3 générations. Après son père et son grand-père, Éric perpétue la tradition. Dès l'âge de 14 ans, cet amoureux du bois travaille dans l'entreprise familiale. Ébéniste et restaurateur de meubles, Éric Poignard a depuis ajouté une nouvelle corde à son arc. Il fait de la marqueterie. Alors là, je suis en train de découper les pièces de marqueterie sur un chevalet de marqueteur. De mon côté, j'ai
coller le dessin qui correspond à la pièce, et là je suis en train de suivre le trait du dessin pour pouvoir obtenir ma pièce de plaquage. Voilà, je découpe pièce par pièce, hein, de manière à obtenir tous les éléments de la marqueterie. Une marqueterie, c'est une décoration en bois. Constituée de dizaines, de centaines, voire de milliers de pièces, elle se colle sur un meuble, une boiserie ou un tableau. Pour Éric Poignard, faire une rose est un jeu d'enfant. Aujourd'hui, il est entré dans une autre dimension, celle de l'élite des marketeurs. C'est ma pièce de concours, c'est l'œuvre qui m'a permis d'avoir le titre de meilleur ouvrier de France. Du premier coup de crayon, hein, jusqu'au résultat final, c'est-à-dire le collage de la marqueterie sur son support, il y a 1000 heures de travail, ce qui représente à peu près 6 mois à 7 mois à temps complet. Sur ce tableau, on a des milliers de pièces qui sont très, très fines, notamment les grosses difficultés vont être au niveau de la chevelure, les cheveux, hein, les perles, ça c'est très, très compliqué, et au niveau des bijoux sur les mains, c'est-à-dire tout ce qui est bagues, bracelets, c'est constitué de multitudes de petites perles de plaquage découpées. Après la danseuse, Éric Poignard s'est lancé un autre défi. Inspiré par ce célèbre tableau de Dali, il en a fait sa propre version en bois. On a une multitude de petites pièces, hein, donc on peut voir avec des essences de bois très très différentes. Hein. On voit par exemple sur le corps de la femme, on a du poirier. Tout ce qu'il y a autour, il y a beaucoup de loupe, de la loupe de frêne, de la loupe d'orme, de la loupe d'amboine. Et on a aussi quelques parties de bois teinté, c'est-à-dire de l'érable blanc qui a été teinté en rouge et en rose. On a uniquement du bois. Il n'y a pas de peinture en marqueterie. Éric Poignard ne vit pas de la marqueterie, il est avant tout menuisier ébéniste. Il réalise ses marqueteries sur son temps libre pour le plaisir. Le côté le plus agréable dans notre métier, que ce soit l'ébénisterie, la marqueterie, c'est la création. On crée quelque chose de nos mains, on va partir d'une planche de bois et à partir de cette planche de bois, on va créer un meuble, un agencement, une marqueterie. C'est quelque chose de magique, partir avec une simple planche et pouvoir sortir quelque chose de nos mains. Cette passion pour le travail du bois, Éric Poignard la transmet à ses apprentis. Son fils ayant choisi de ne pas reprendre le flambeau, ce sont eux qui hériteront du savoir-faire d'Éric. Un héritage riche d'expérience et d'enseignement, le fruit de plus de 30 ans de travail et de passion. Des téléphones et encore des téléphones. À Soisy-sous-Montmorency se cache un musée méconnu, une étonnante collection dédiée au monde des télécoms. C'est un lieu unique en France. En fait, c'est la mémoire de la communication de la France. En fait, on a regroupé ici toute l'histoire de la communication depuis la télégraphie Chappe en 1792. Et c'est la seule plateforme qui existe en France et c'est le seul opérateur en France qui possède cette richesse. La collection de l'opérateur Orange regroupe 11 000 pièces sur 3 000 m² d'exposition, un véritable voyage dans le temps. Tout le matériel qui a été utilisé par les services depuis 200 ans, donc à travers d'autres des différents ministères. On a commencé avec le ministère de la Guerre, ensuite le ministère de l'Intérieur, avant de passer au ministère des Postes. Donc il y a toute cette histoire qui est regroupée ici. Le lieu est ouvert au public, sur rendez-vous. La nostalgie joue à plein, des cabines qui ont disparu de nos paysages aux standardistes, que l'on appelait à l'époque les demoiselles du téléphone.